Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode très spécial de Tech Café où on va vous parler d'une thématique qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'aborder, en tout cas sur un dossier, sur un épisode à part entière. On va parler de santé mentale et de résilience dans un milieu connecté. Et je ne doute pas une seconde que si vous écoutez cet épisode, si vous écoutez Tech Café, c'est parce que vous êtes probablement en milieu connecté, que ce soit dans votre environnement professionnel et peut-être même personnel, même si là vous allez le voir, on va beaucoup s'attacher à l'environnement professionnel. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, enthousiaste et j'ai l'immense plaisir de recevoir Fanny. Salut Fanny, comment vas-tu ? Salut Guillaume, je vais très bien. Tu es responsable sécurité en entreprise et cet épisode est un peu à ton initiative, on va le dire. Tu as pris le temps de me contacter et d'initier un petit peu le projet de cet épisode. Donc on l'a déjà couvert sous le format d'un échange préalable. On a structuré un petit peu les idées qu'on voulait partager. Et c'est vrai que finalement, on parle assez peu de santé mentale quelque part. Est-ce que tu peux déjà, pour planter un petit peu le décor, nous éclairer un petit peu sur ce sujet pourquoi est-ce que tout simplement, toi, c'est un sujet qui te tient à cœur et pourquoi est-ce que tu voulais qu'on en parle ensemble ? Moi, j'ai un peu mon vécu, mais de ton côté. Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a deux aspects, hein. D'une part, donc, tu as parlé de ma responsabilité actuelle en sécurité entreprise. C'est un métier que j'exerce depuis 20 ans, avec voilà, beaucoup de passion. Et je vois aussi ce métier évoluer en passant de la sécurité d'un point de vue purement technique, machine, voilà, c'est blanc ou c'est noir. Et avec une dimension humaine qui prend de plus en plus de place, et on aura le temps d'élaborer sur ce sujet. Et la deuxième chose, c'est que j'ai moi-même vécu un problème de santé mentale à un moment donné, et qui m'a vraiment éclairée sur ma propre responsabilité déjà pour le soin à moi-même, mais aussi pour le soin que je peux éventuellement apporter aux autres. Il y a mon chien qui aboie juste à côté, j'espère que ça posera pas de Il n'y a soucis, aucun mais normalement souci, il ça peut devrait participer au être géré. podcast s'il a un Bienvenue à la témoignage maison. à apporter, au contraire. Il n'y a pas de souci. Écoute, c'est hyper intéressant de voir que toi-même, tu as été confronté finalement à cette situation. Alors moi, j'ai déjà partagé un petit peu mon vécu en entreprise et c'est vrai que la fin de ma carrière en tant que salarié jusque-là a été un petit peu douloureuse sur le plan du mental. Et ce qui est toujours un peu compliqué, c'est qu'on parle assez facilement, j'ai l'impression maintenant, peut-être pas assez facilement et pas assez précisément, de burn-out, mais en même temps, j'ai l'impression que ça peut recouvrir énormément de typologies. En tout cas, juste une question d'abord, parce qu'on parle souvent de la question de la santé, de la sécurité au travail. Et comme tu le dis, l'image, c'est blanc ou c'est noir. C'est en gros, c'est le casque le chantier, le casque Ouais. anti-bruit, les protections physiques. Mais en fait, on oublie énormément l'impact du numérique. Et toi, tu peux nous le confirmer. Ton vécu montre que le poids du numérique dans la santé et la sécurité au travail a grandi. Et ce que tu Tout à constates fait. aujourd'hui, c'était pas le cas il y a encore quoi, quelques années de ça ? Ouais, oui, en effet. Alors c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus au sein de réseaux professionnels, hein. Je rencontre régulièrement mes homologues dans d'autres entreprises pour aussi continuer à regarder ce qu'est la sécurité d'aujourd'hui et ce qu'elle pourrait être demain. On a un rôle qu'on appelle HSE en général, hein, dans nos métiers, donc Health, Safety and Environment. Donc on parle beaucoup de safety, la sécurité. L'environnement, on en parle de plus en plus, hein, c'est un sujet, le changement climatique, etc. Mais la partie health, souvent, ça se résume à touche pas les produits qui piquent, mets tes gants, et puis éventuellement pour les entreprises ou dans les législations où ça se passe le mieux, une visite chez le médecin du travail une fois l'an pour éventuellement prendre l'attention et dire ouais, ok. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est un sujet qui historiquement n'était pas forcément abordé en profondeur, ou du moins vraiment d'un point de vue purement risque physique à la personne dans son environnement de travail. Mais souvent le risque physique, il est considéré, on va dire, du cou jusqu'aux pieds. Et quand il s'agit du cerveau, on a un petit peu tendance à oublier qu'il fait aussi partie de nous-mêmes. Et parler du cerveau, c'est pas forcément dans nos cultures aujourd'hui quelque chose de très évident. Malgré tout, on se rend compte de plus en plus qu'il y a un sujet qui est là. Il se matérialise aussi par une bascule, hein, en termes de santé mentale. On voit de plus en plus des phénomènes de détresse de santé mentale. Alors, il faut aussi distinguer la santé mentale, on va dire, les affections mentales d'une manière générale, et ce qu'est le burn-out, qui est une partie spécifique, hein,
de cette affection mentale. Et puis ce sujet a été aussi un petit peu exacerbé avec le Covid, post-Covid, mais ça a déjà démarré aussi un petit peu avant, hein, où on a une accélération, on va dire, depuis une dizaine d'années de voilà, productivité, en faire toujours plus. On est aussi accompagné dans ces phénomènes de productivité par l'aide numérique qui nous amène à en faire plus efficacement certainement, mais aussi à toute heure, à tout moment. Donc une hyperconnectivité qui effectivement peut être un facteur aggravant sur notre bien-être au travail. Mais justement, là, on est dans Tech Café, donc évidemment, on va parler de l'aspect numérique et de l'impact du numérique, mais est-ce que cet aspect mental, il recouvre aussi l'aspect relationnel et humain dans ta perception des choses? Est-ce que la santé mentale, elle est aussi mesurée, considérée, surveillée quelque part pour les collaborateurs, principalement parce qu'il y a une accélération numérique ou parce qu'il y a un ensemble de phénomènes dont on prend plus conscience qu'avant. Quel est le poids du numérique, grosso Alors, modo, sur les il y a affections? alors le poids du numérique, on va y revenir, mais il y a de toute façon une prise de conscience évidente. Et là, je te disais, j'ai pris le temps de prendre quelques chiffres, hein, de me renseigner sur quelques chiffres pour essayer d'étayer un petit peu mes propos. Et donc, on voit que en France, par exemple, je vais mentionner la France et puis aussi la Suisse, hein, parce que je suis résidente suisse, donc je vais aussi pour nos Suisses francophones avoir une petite part pour eux également. En France, on a déclaré en 2025 la santé mentale grande cause nationale. Le gouvernement a déclaré ça, ce qui marque une certaine reconnaissance politique du problème. Et en fait, ce problème, comment il se matérialise? Alors en France, encore une fois, on dit que 25% des salariés déclarent être en mauvaise santé mentale en 2025. Les passages aux urgences pour motifs psychiatriques ont bondi de 21% entre 2019 et 2023. En Suisse, le stress coûterait 17,6 milliards de francs par an à l'économie. Voilà. Donc, on a également en Suisse plus d'un actif sur quatre qui signale des problèmes de santé psychique, des problèmes de santé donc au niveau du mental. 15% d'entre eux souffriraient de symptômes dépressifs. Donc on sent qu'il y a vraiment, on va dire, allez, une personne sur quatre qui, à un moment donné, souffre en temps réel, là, au moment où on parle, d'un problème de santé mentale de manière plus ou moins grave. Mais typiquement, tu te retrouves avec un groupe d'amis dans une réunion, n'importe où. Tu as une personne sur quatre potentiellement qui souffrirait de quelque chose. Donc c'est quand même Mhm. assez préoccupant. Après, cet impact sur la personne va se matérialiser finalement de manière différente. Mais on se rend compte dans le milieu du travail que tu vas avoir une augmentation de l'absentéisme, du turnover. En Suisse, pareil, 22% des employés stressés envisagent de changer d'emploi. C'est quand même beaucoup. C'est énorme. Euh, Changer d'emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent une perte de compétences au sein de l'entreprise, des personnes qui ont accumulé un savoir, qui vont tout d'un coup s'en aller parce qu'elles ont un break à un moment donné, le cerveau disjoncte et dit moi j'en veux plus, et on perd ces personnes-là, ou alors qui finalement décident peut-être à temps finalement de changer d'environnement parce qu'on verra que dans la santé mentale à un moment donné, voilà, il y a le burn-out et puis il y a l'après-burn-out, mais l'après-burn-out ça peut en aucun cas être finalement je refais toutes les choses pareilles. C'est aller droit au mur et ce serait même suicidaire quelque part de dire voilà, ne pas avoir compris les causes et finalement continuer à vivre tel qu'on le faisait avant, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Et puis tu vas aussi te rendre compte dans l'entreprise d'un certain phénomène de présentéisme. C'est-à-dire que finalement les personnes sont là, mais au final ne sont pas productives. Elles sont là, mais elles ne sont pas capables finalement de délivrer ce qu'un être humain pourrait délivrer en temps normal, en étant en bonne santé et en étant en bonne forme. Donc, pareil, ce présentéisme, pour donner encore à nouveau quelques chiffres, le coût global pour les entreprises, donc ce chiffre aujourd'hui en dizaines de milliards, et si on prend le cas français, on estime que 25 milliards d'euros en France sont perdus dû à cette perte de productivité. Donc, ce sont des chiffres énormes. Et quelque part, d'un point de vue d'une entreprise qui a besoin de produire quelque chose, on a du mal de plus en plus à ignorer ce problème. Donc il y a vraiment aussi le besoin à un moment donné
comprendre, de chiffrer le coût de cette perte du capital humain au Tout à final. fait. Et puis non seulement voilà, de l'adresser d'un point de vue humain, mais Mmh. aussi d'un point de vue coût économique, parce qu'il a un impact certain. Évidemment, évidemment. Et tu parles de présentéisme, je pense, donc tu évoques les personnes qui sont là, mais qui sont pas à même de pouvoir, faire leur job. Je pense qu'il y a aussi, beaucoup de personnes qui finalement, peuvent être aussi en environnement professionnel, en entreprise, à leur bureau, mais quelque part, sont pas forcément accompagnés par l'entreprise pour s'épanouir et il y a un certain nombre de éléments dans leur vie professionnelle qui sont arrivés, mais ils sont là et quelque part, il y a une forme de confort aussi parce qu'on voit pas toujours quand quelqu'un s'installe dans un confort à ne pas faire. Ça, je pense aussi que ça doit être assez terrible et j'ai le sentiment que c'est assez fréquent. Il y a un truc qui est assez marquant quand même dans tout ce qu'on aborde, c'est que une blessure physique, je caricature un peu, mais tu te casses la jambe, bon ben voilà, tu peux plus marcher et très clairement, tu sais qu'il faut aller aux urgences. Une blessure mentale, j'ai l'impression que d'une part, on a du mal soi-même à se reconnaître en mauvaise santé mentale, on peut se sentir mal à Mhm. l'aise, mais vraiment revendiquer le fait d'être dans une forme de handicap sur le plan mental, ça doit être très compliqué parce que très très vite, le regard des autres peut être ouais finalement, t'as pas trop envie de bosser quoi. Euh, Exactement. j'ai- j'ai- Ouais. c'est quoi est-ce qu'il y a une part comme ça des gens qui osent parler de leurs problèmes ou qui n'osent pas Excuse-moi, Guillaume, l'avouer? je vais devoir t'interrompre juste un instant. Alors, la Ouais, magie du live. le Euh, chien. ouais, le chien, enfin parce qu'en fait j'en ai deux, qui sont une Oui, tu ressource m'avais dit. précieuse pour ma santé mentale, mais quelquefois Bah source oui, de stress. Alors attends, t'inquiète. je vais évacuer ces bestiaux. Voilà. Hop. Après, moi, Didier, je les entendais pas, hein. est-ce que je peux te demander de me gérer Vasco, s'il te plaît? Voilà, gestion du chien par mon cher et tendre époux. Mais tu sais qu'ils me dérangeaient pas du tout, moi, hein, je C'est les génial entendais parce que pas. moi, en fait, j'ai eu la bonne idée de lui acheter un jouet, tu vois. Voilà, c'est Noël, tu prends le petit jouet qui fait poète poète, et puis là, t'as ça en tâche de fond. Donc Bah, voilà. c'est mignon, ça Bon, donne la une tranche de vie. parenthèse. Donc oui, donc pour en revenir à ta question, donc oui, effectivement, les personnes qui sont là au travail et qui vont finalement pas parler de tout ça, il y en a effectivement énormément. Ça chiffre. Alors voilà, une fois quelques chiffres. Grosso modo, sur 3 personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, il y en a une qui ne dira rien. Elle est là, elle est au boulot, on a du présentéisme, mais finalement, au final, qui va coûter, voire même plus cher à l'entreprise que l'absence en tant que soi, parce qu'une absence, finalement, tu la remplaces temporairement, Tout ou à tu fait. t'arranges pour compenser. Là, la personne est là et n'est pas là, et en plus ne va pas arriver à trouver l'espace pour en parler. Voilà, on parle du chiffre du silence, 30 à 50% au final. Chez les jeunes, encore une fois, je reviens à quelques chiffres. On a une étude récente de l'UNICEF en Suisse qui montre que 29% des jeunes ne confient leurs problèmes à personne. Et on parle de nos enfants. En entreprise, les plus grands, alors on parle souvent des femmes, et là pour le coup c'est le chiffre féminin que j'ai. 38% des femmes se sentent en état de mal-être mental, mais 81% d'entre elles déclarent publiquement aller bien ou très Très bien. bien. Ok. Je Oui, vais bien. comme si L'autruche, finalement, la tête dans le le trou, fait. Ouais. voilà. Et ça encore, c'est des statistiques que tu arrives à récupérer auprès d'un public féminin, parce que chez la gente masculine, on n'en parle juste pas. Voilà. Mm. On pleure pas, on se plaint pas, et donc il y a quelque part ce qu'on appelle une errance de diagnostic auprès d'un public masculin, où les chiffres, bon, on pourrait parler, mais c'est finalement peut-être qu'une partie, une partie visible de l'iceberg. Mhm. Voilà. Donc Quand on il y a prend du beaucoup de recul. stigmatisation et de peur finalement autour de ce sujet. Euh, pour en revenir au point qu'on évoquait initialement, donc cette cause nationale par exemple en France, le fait d'en parler politiquement déjà va commencer à aider certainement à mettre des mots sur un mal. Alors est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on le fait pas bien? Il faut bien commencer quelque part. Et je me rappelle l'autre jour quand on discutait ensemble, on avait évoqué aussi cette vague MeToo
hein. On a commencé à parler voilà, d'abus sexuels, et cetera. Finalement, il faut commencer à en parler, parler des différences des genres, il faut commencer à en parler. Ça ne veut pas dire qu'on règle le problème, mais déjà, on a l'espace, on a un environnement safe pour discuter du sujet. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi, avec la santé mentale, progressivement un petit peu cette vague. Alors peut-être que je suis un petit peu biaisée aussi Mmh. par mon cas où, ayant vécu un burn-out, je me sens aujourd'hui beaucoup plus à l'aise de parler de ces sujets-là. De par aussi mon rôle de santé-sécurité au travail, je me sens quelque part responsable, hein, et avoir Mmh. un devoir en la matière. Donc peut-être que finalement, je représente pas tout le monde, et que cette expérience-là fait que j'ai l'impression qu'on est plus à l'aise d'une manière générale. En tout cas, je me sens plus à l'aise d'en Mmh. parler. Est-ce que c'est vraiment le cas pour tout le monde? Peut-être pas. Qu'est-ce qui a basculé pour toi, si on prend un petit peu de recul et si on essaye d'analyser un petit peu les choses? Est-ce que c'est le thermomètre qui a évolué? Est-ce que tout simplement, même si on dit qu'encore beaucoup de personnes n'arrivent pas à exprimer leur mal-être, il y en a quand même globalement sur le long terme plus qu'avant, ça se Mmh. démocratise, une espèce de mouvement comme tu l'assimiles avec du recul sur une vague telle que MeToo, ou est-ce qu'il y a des changements structurels qui amènent à des désordres sur le plan de la santé mentale dans le milieu professionnel? Tu disais que ça avait commencé avant le Covid. Oui, alors, avant le Covid, on avait, déjà cette accélération, voilà, de tout ce qui est productivité. On en fait toujours plus, des restructurations, des réductions de coûts, donc qui vont aussi avec des restructurations de personnel. Tout le stress qui est lié à ça, la peur de la perte de son emploi, l'insécurité, qui quelque part aussi a été exacerbée avec le Covid, avec cette anxiété. Puis on voit aussi post-Covid, parce qu'il y a eu le Covid, si tu veux, d'une part, qui a généré, un pic au niveau des consultations Mhm, auprès de médecins ou de psychologues, de psychiatres. Heu, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de capital aussi, résilience qui s'est un petit peu épuisé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette après Covid où finalement, voilà, on est dans cet environnement hyper connecté, insécurité, le télétravail, beaucoup de réorganisations aussi qui ont suivi aussi cette année 2019, et qui, je pense, j'ai l'impression, de ma lecture, ont continué à générer, du stress et finalement, continué à influencer sur la santé mentale, de tout un chacun. Même si les causes pourraient paraître plus lointaines, ou se dire, bah, finalement, des restructurations d'entreprise, il y en a toujours eu, des réductions de coûts, il y en a toujours eu, mais on sent effectivement qu'il y a quand même, un stress, d'une manière générale qui est accumulé, et qui se traduit donc par cette détresse aussi mentale, hein, qu'on voit. mhm, mhm, D'un autre côté, ce qu'on observe aussi de plus en plus, donc pour en revenir à mes discussions au sein de réseaux professionnels santé-sécurité, on pose de plus en plus la question, donc dans cette dimension HSE, donc Health, Safety and Environment, cette part de santé finalement, quel rôle, on a en tant que professionnel de la sécurité pour influer là-dessus? Et de quelle responsabilité s'agit-il? Est-ce que c'est la responsabilité d'un directeur? Est-ce que c'est la responsabilité des ressources humaines? Est-ce que c'est ma responsabilité au quotidien? Et si on regarde d'un point de vue strictement légal, la responsabilité, elle incombe à un dirigeant d'entreprise qui se doit de mettre à disposition, tous les moyens pour éviter toutes les sources de risques, qu'elles soient d'un point de vue sécurité machine, mais jusqu'à la sécurité, mentale. Mais après, on se rend de plus en plus compte qu'il y a un vrai besoin d'adresser justement cette, santé psychologique, avec une collaboration entre, les experts tels que moi, hein, pour la santé sécurité, mais aussi les ressources humaines, les managers. Je veux dire, un manager ne peut pas juste, être formé à, voilà, avoir un bon leadership. Ça veut dire quoi un bon leadership? Est-ce qu'un manager est vraiment sensibilisé à reconnaître des signes de détresse mentale? Aujourd'hui, j'ai la chance d'être, dans une entreprise qui investit beaucoup dans ce qu'on appelle le well-being. On a à disposition tous les outils pour éventuellement se former sur, la santé mentale, ce qui est fantastique, et si toutes les entreprises se comportaient comme ça, on se porterait peut-être déjà beaucoup mieux. Malgré tout, ça reste une démarche individuelle et volontaire.
Mmh. Mmh. Personne ne nous force à passer à travers une formation sur la détection des troubles psychologiques, etc. Donc, on sent un changement dans le discours, on sent un changement dans les prises de conscience. Après, est-ce qu'on est vraiment au point d'avoir fait tout ce qu'il faut aujourd'hui pour adresser le sujet? Certainement pas. Mais on observe aussi dans le cadre des normes. Alors, en santé-sécurité, on va utiliser les normes ISO 45001 pour les experts qui nous écoutent en termes de sécurité. On a des normes ISO pour la qualité, pour tout un tas de choses, pour les robots, tout un tas de textes qui expliquent comment bien faire les choses. Ces normes, en général, sont pas forcément obligatoires, mais elles donnent un cadre très structurant et pour les entreprises pour faire les choses au mieux. Et en général, ces normes ISO sont reconnues de manière internationale. Et je crois que c'est en 2021, 2020, entre 21 et 23, je ne sais plus exactement la date, est émergée la norme ISO 45003, donc qui est finalement une extension de la norme sécurité actuelle qui est pratiquée depuis des années, mais qui va aller un cran plus loin pour justement intégrer tous ces risques psychologiques, risques de stress, gestion du stress et toute la gestion du bien-être, on va dire, au travail. Donc cette norme, elle existe. Je connais pas aujourd'hui d'entreprise qui l'applique, stricto sensu. Par contre, je connais un certain nombre d'entreprises qui se réfèrent à cette norme comme un cadre pour, voilà, finalement, pas forcément se faire certifier, et encore, on ne se fait pas certifier par rapport à cette norme, mais certainement reconnaître par rapport au fait qu'on l'applique bien ou pas, mais même sans avoir cet œil externe de validation que oui, on fait bien les choses, de plus en plus d'entreprises se réfèrent à cette norme pour finalement guider leur structure autour de la santé mentale. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Euh, Si mes renseignements sont bons, je crois que c'est l'Australie qui a commencé d'un point de vue législatif, non pas à imposer la mise en place de cette norme, mais finalement d'inciter à aller vers ces normes. Donc voilà, tu vois la France qui parle de la santé mentale comme une cause nationale. Mmh. Est-ce qu'on Mmh. n'est pas à la porte de finalement inciter à aller vers ces normes-là? Pourquoi pas? Et ce serait vraiment très bien. Enfin, moi, c'est ce que j'attendrais finalement en tant que professionnel de la sécurité. Bien sûr. Je me demandais aussi si ce dont on aborde, alors pour le coup, chaque semaine dans Tech Café, qui est l'arrivée de l'IA et de la robotique, peut être aussi source de perturbations sur le plan de la santé mentale. On est quand même en train de dessiner un avenir possible. Ça, là encore, hein, ça fait partie des discussions qu'on a, c'est est-ce que ça va être le cas et dans quelle mesure, mais un avenir possible dans lequel ça remettrait profondément en question d'un côté avec la robotique largement développée et puis Mm. démocratisée avec des coûts qui tombent, la valeur travail physique et avec l'IA d'un autre côté la valeur travail dite intellectuelle ou en tout cas qui se base plus qui se base un petit peu moins sur des savoir-faire manuels. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est identifié, dont vous avez entendu parler? Est-ce qu'il y a des Oui, tout à prémices à ce fait. sujet-là? Ouais. Oui, c'est un vrai sujet. On a un changement profond des métiers avec la robotisation, avec l'IA. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus de cordonnier. Demain, on n'aura peut-être plus de codeur parce que de toute façon, c'est l'IA qui va coder tout ce que tu as besoin juste en lui disant, voilà, fais-moi Peut-être, ça, ouais. ça dira papa, maman. Les métiers sont en profond changement, c'est pas nouveau, mais ça s'accélère, ça c'est clair. Ouais. Mm. Je crois qu'il y a une vraie accélération et moi ce qui me pose question, c'est notre capacité en tant qu'humain à intégrer ce changement, à s'adapter finalement, hein. Le changement c'est une chose, mais la rapidité du changement en est une autre et jusqu'à quel point on crée pas un phénomène finalement de saturation, la capacité à intégrer des nouvelles informations. Alors, d'un côté, il y a l'IA qui t'aide, parce que finalement, au lieu de passer des heures à chercher des choses, aujourd'hui, en quelques clics, tu vas ressortir tout un tas de chiffres, et en particulier, là, voilà, les chiffres que je te donne aujourd'hui, hein, de manière très honnête, un Mhm. petit coup de Mhm. perplexity, 10 minutes, et puis tu as tout un tas de statistiques, les sources, c'est étayé. Puis après, bien sûr, tu prends pas ça de manière aveugle, mais avec un œil d'expert, bien sûr, tu y remets ta couche. Mais on a tout un tas d'environnements numériques, automatismes qui nous aident au final. Et idéalement, c'est vrai que des tâches aussi bêtes que voilà, enfin des tâches finalement qui ont
qui vont te prendre du temps, mais qui vont pas forcément intellectuellement ni te nourrir ou produire une certaine valeur ajoutée, pourraient être faites par un robot, mais finalement, ces robots, il va bien falloir les construire, il va bien falloir les maintenir, il va bien falloir leur parler, ou à un moment donné, adapter finalement nos métiers pour interagir avec un environnement qui est différent. Mmh mh. De manière assez inéluctable, enfin je vois pas trop, là par contre de solution, c'est que la le nombre de personnes dont il y aura besoin pour accomplir une même tâche risque d'être fortement réduit, parce que remplacé par de la Mmh. robotisation, l'automatisation, et cetera. Alors après, quiz de, la taxation, des robots et taxation du travail automatique au sein des entreprises pour permettre d'être versé, sous diverses formes, à l'humain qui restera. Mais il y a de toute façon aujourd'hui, j'ai l'impression que ce soit en termes de législation, préparation du futur, en termes de connaissances aussi, hein, de la capacité apprenante de l'humain, j'ai l'impression que les choses sont pas encore très structurées et j'ai l'impression qu'on se laisse un peu dépasser par le sujet. Aujourd'hui, on regarde très excité, voilà, les robots chez Tesla et tout un tas d'autres fournisseurs qui font des galipettes ou qui sont capables de danser sur une C'est scène. vrai. Mmh. Heu, mais on se pose, aujourd'hui, j'ai l'impression, très peu la question de l'éthique et de l'impact psychologique que cette robotisation implique. Heu, Et ce serait ouais. plus sur le plan politique, selon toi, qu'il faudrait une prise de conscience et un accompagnement? C'est vrai que c'est compliqué parce que ça met aussi en regard, l'affrontement ou plutôt le rapport de force qu'il y a entre, et c'est vraiment là aussi un sujet assez traditionnel dans Tech Café, hein, mais le rapport de force qu'il y a entre les entreprises de la tech et les Mmh. politiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Ouais. on a une société où, bah, les rapports de force sont un peu basculés et les politiques sont un petit peu à la traîne pour arriver à imposer une vision, là où, l'innovation de la tech va beaucoup plus vite, quoi. Ouais, ouais, ou quand les politiques se mettent à imposer des choses, on se rend compte que c'est pas toujours forcément bien pensé. Alors là, je tire un parallèle Aussi, ouais. avec un autre sujet qui est l'environnement, hein. Il y a Mmh. la directive de reporting, des données, environnementales qu'on appelle CSRD, où on s'est rendu compte que ça a fait un chaos pas possible dans les entreprises parce que la complexité de ce qui est demandé, tout d'un coup, du jour au lendemain, les gens se mettent les mains sur la tête et finalement, réagissent ou surréagissent à un cadre législatif qui est pas forcément bien pensé en amont. Et puis au final, tu te rends compte que, bah oui, on fait marche arrière. Ah oui, on se rend compte que c'est trop compliqué. Donc, tu as la moitié des entreprises qui sont ready, et puis tu as l'autre moitié des entreprises qui ne le sont pas. Mais ceux qui sont ready, maintenant, on leur explique, après multiples réorganisations, parce qu'il faut quand même s'imaginer l'impact que ça a, c'est que ces décisions politiques ont aussi des impacts dans les organisations des entreprises. Je veux dire, structurellement parlant, il y a des gens qui perdent leur boulot, d'autres qui en gagnent. Et puis tout d'un coup, on dit, ah bah non, on s'est trompé, on fait marche arrière. Donc là, c'est voilà, pour parler de la norme de CSRD. Mais pareil, par rapport à la robotisation et l'arrivée sur le marché de plus en plus, ben voilà, aussi les humanoïdes, hein, enfin, jusqu'à quel point on a mis un cadre sur le sujet. J'ai pas l'impression que les politiques soient très prêts. Pour en revenir aux normes ISO, donc je parlais de la norme ISO pour la santé mentale, hein, la 45003. Est en gestation aujourd'hui une norme ISO sur justement les robots humanoïdes. OK, Ça va d'accord. sortir. Voilà, je suis vraiment impatiente de voir ce qu'il y a là-dedans, mais j'espère que dans cette norme ISO, seront considérées, par exemple, des considérations éthiques. Pas simplement si le robot fait un faux mouvement et m'envoie, et m'envoie au tapis, comment je gère, voilà, cette interaction entre l'humain, mais qu'il y aura vraiment une vraie réflexion autour de l'impact, psychosocial, quoi, hein, de cet environnement-là. Évidemment, ça va tellement, si ça arrive et si ça se concrétise, tellement changer de choses dans le regard, de toutes les personnes qui composent une entreprise. On avait listé un peu les syndromes et les manifestations, qui caractérisent un petit peu, cette espèce d'accélération et cette mise à mal de notre santé mentale au travail. Il y a une image emblématique, je suis sûr que ça va faire sourire plein de monde qui nous écoute, c'est Teams, et Oh! pourtant alors c'est vrai que les Il messageries m'a fait bien instantanées. sourire.
Ça Les l'a pris. messageries instantanées, mais c'est terrible parce que les messageries Non, mais instantanées, on aurait pu penser que ça fluidifiait un peu la communication et que ça mais réduisait un peu le volume de mails à faible valeur ajoutée. C'est quoi ton regard? Comment tu perçois les choses? Enfin, toi et tes homologues, hein, quelque part, quelle perception vous avez de ça? On parle aussi des micro-réunions, de la gestion ouais, du c'est travail à ça. distance, etc. Exactement, ouais. Alors, Teams, c'est une vacherie parce que, bon, Teams ou WhatsApp Ouais. ou toutes ces notifications qu'on a en Teams, permanence, que ce soit excuse-moi, dans je te le coupe, mais c'est vrai que mais la valeur ajoutée de Teams a quand même le fait d'être un peu formalisé dans une entreprise. T'as ton compte, t'as des accès, etc. ouais, WhatsApp a un côté encore plus organique et beaucoup moins lié à l'entreprise et beaucoup plus à l'initiative des personnes, ce qui, à mon avis, doit être le pire des enfers pour une ouais, ouais, personne ouais. comme toi dans une entreprise, WhatsApp. Mais bon. Alors Teams, l'usage que j'en ai, c'est uniquement ou quasi uniquement de la vidéoconférence. C'est-à-dire que là, comme voilà, tu vois, on est ensemble, il y a quand même alors même si on n'a pas un contact one to one, il y a malgré tout, tu vois la personne, tu vois l'expression du visage, enfin et on s'en sert, comme ça dans mon environnement. Alors, quand j'ai changé d'entreprise, mon entreprise précédente, j'utilisais beaucoup la vidéoconférence et systématiquement avec le partage du visage, donc c'était avant Covid. Et quand je suis arrivée dans ma nouvelle entreprise, les conférences étaient par téléphone. Je dis: mais moi, j'étais la seule à allumer ma caméra. Et pourquoi j'avais cette habitude avant? C'est parce que j'étais en télétravail en permanence. J'ai passé 6 ans en télétravail, donc à interagir avec plein d'usines dans le monde, mais j'étais, basée chez moi. Voilà, pour, des questions, pures et simples que, bah, de toute façon tous mes interlocuteurs étaient forcément loin de moi. Et j'ai progressivement instauré, enfin, j'ai eu ce besoin d'interagir avec les gens, mais de les voir, pas simplement les appeler par téléphone. Et donc c'est, quelque chose qui avait frappé mes collaborateurs quand j'ai changé d'entreprise, donc juste avant Covid. «Putain, mais ouais, t'es la seule à montrer ta tête» et puis on commençait à prendre un petit peu le pli et puis avoir un peu cet échange. Donc ça, je veux dire, quelque part, quand tu es dans une entreprise internationale où de toute façon, quoi qu'il en soit, tu es distant de tes collègues, ça reste quand même un bel outil. Je suis même actuellement même en train d'essayer de déployer maintenant des systèmes de vidéo 360 pour qu'on puisse avoir encore plus l'essai de présentiel, Mhm. pour interagir. Euh, mais Teams, il y a aussi ben, l'effet un petit peu comme WhatsApp, hein, donc t'as la messagerie, et puis Teams, on voit quand tu es connecté, donc c'est rouge, c'est vert. Quelquefois, il y a Do Not Disturb, donc Mhm. le petit signe interdit. Même malgré ça, Eh tu oui. reçois des trucs. Donc, tu vois, Mm. t'es pas connecté, puis t'as tout regardé. Oh, j'ai vu que t'étais en vert, je t'appelle. Mm. Ok, Ouais. d'accord. Et donc, on voit en permanence ton état d'activité. Mm. Déjà, ça, c'est un super piège parce que Mm. si on voit ton état d'activité, toi, tu vois celui des autres, puis qu'est-ce que tu fais? Ben, pareil, tu vois, entre deux réunions, t'as 5 minutes, allez, tu vas planter un message à quelqu'un sans même voir la personne et finalement sans même savoir si ton message va aller rajouter à la charge que la personne a déjà, parce que tu le vois pas physiquement. Ça aussi, c'est un petit problème de cette, alors d'une part du travail, du télétravail, mais aussi l'utilisation de toutes ces messageries, c'est que finalement tu vois plus les personnes travailler à côté de toi. Tu vois pas s'ils sont sous l'eau, tu vois pas s'ils sont Mm. stressés, et tu vas Voire même, bombarder. tu sous-entends parfois que si elle est en vert et qu'il se passe rien, c'est que Bah, elle elle est est peut-être pas dispo. très active, quoi. Oui, alors ça effectivement, en effet, en effet, et puis elle est dispo pour te répondre, et Mm. puis comme elle est connectée, si elle t'a pas répondu sous 5 minutes, ça commence à être suspect. Tiens, Ouais. pourquoi elle répond Mm. pas? On Mm. attend, voilà. Donc il y a vraiment ce piège-là de l'instantanéité, de la visibilité de la présence. Et puis aussi ce bruit numérique permanent que tu as, hein, avec les notifications bing, 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 c'est là, ça vient. Alors tu as Teams, puis en même temps tu as WhatsApp, et puis finalement ça marche pas, on te met un petit email au passage. Heu, et finalement tu te retrouves avec une multiplicité de canaux simultanés où tu es sollicité en permanence. Et qui va ajouter en plus à cette fragmentation qu'on a aussi dans notre travail de plus en plus, c'est ces micro-réunions. Il faut être efficace, donc tu fais des réunions de 15-30 minutes, puis tu les accumules. Enfin, moi, une journée pour moi, c'est rempli de réunions
où à un moment donné, on s'est dit, bah tiens, on va faire des réunions de 25 minutes ou de 55 minutes, comme ça, tu as la pause pipi entre-temps. Puis finalement, elle n'est pas respectée. Donc tu accumules. Et, euh, et ça aussi, ces interruptions, elles ont un coût cognitif énorme. Alors pareil, je reprends quelques chiffres. Un salarié qui est interrompu en moyenne toutes les 3 à 11 minutes par une notification ou une sollicitation. Il faut quand même savoir que le cerveau, il met environ 23 minutes, alors en moyenne, hein, pour retrouver son niveau de concentration maximale Oui. après Du coup, il l'est l'interruption. jamais, quoi. Il est jamais Au concentré final, à son maximum. tu bosses efficacement quand? Ouais, ouais. Tu vois? Mm. Donc, et donc, si tu veux, tu as un petit peu un effet gruyère, on pourrait dire, hein, à la Suisse. Si tu imagines une journée qui est ponctuée de 5 ou 6 micro-réunions, finalement, tu n'as plus aucune opportunité de produire un travail dit complexe. Parce que le temps que tu reviennes à ton niveau de concentration, et donc ça va aussi influer sur ta santé mentale. Parce que qu'est-ce qui se passe après ça? C'est que tu vas générer un sentiment d'inefficacité. Tu as l'impression d'arriver au bout d'une journée, tu dis, ma journée, elle était farcie de réunions. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose. Donc une frustration et en fait avoir l'impression de ne pas avoir avancé dans ta journée. Donc ça va aussi mettre un petit peu enfin, un gros fardeau supplémentaire sur ton cerveau où tu vas affecter ta santé mentale de manière assez importante. Et les journées s'enchaînent et s'accumulent les unes après les autres. C'est malheureusement eu un pic d'activité, on dirait tiens, il y a une semaine très chargée, bon ben voilà, tu courbes un petit peu le dos, puis on y va, on va survivre. Non, c'est permanent, Ouais, bien permanent. sûr. Et Ouais. je peux pas m'empêcher aussi de visualiser l'arrivée de la webcam dans ce que tu décris, hein, et ce que tu décris comme étant, bah voilà, un naturel d'allumer ta webcam pour les réunions. Le simple fait que cette webcam existe, je peux pas m'empêcher de penser que c'est un bouleversement pour l'être humain qui est assez dingue parce que finalement tu l'allumes. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas aussi naturel que d'être en Ouais. présentiel face à quelqu'un. Alors avec l'avantage d'être à distance, mais en même temps d'être chez soi. Il y a ce rapport entre un environnement personnel pour le repos et un environnement professionnel pour lesquels les barrières ont été explosées. Il y en a plein qui se sentent très à l'aise avec ça et puis plein d'autres pour qui ça peut créer des perturbations. Le fait d'avoir sa webcam éteinte peut aussi renvoyer des messages. Ah tiens, il a quelque chose à cacher. Qu'est-ce Est-ce qui qu'il est va vraiment au pas? boulot? Exactement. La simple existence de cette webcam pose finalement plein de questions. Et là aussi, je fais un parallèle avec un sujet qu'on aborde régulièrement dans Tech Café, mais l'arrivée des lunettes connectées Meta, Ray-Ban et compagnie dans la rue avec les caméras, est-ce que ça amène Je sais que c'est des choses qui ont été mesurées en termes d'anxiété pour une population, et donc au travail, ça doit être dingue aussi. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi derrière tout ça, moi j'ai le sentiment, et au travers à la fois des lectures, des échanges qu'on a pu avoir et de mon regard, une perte de sens tout simplement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on commence à se dire, comme tu le disais, hein, finalement, tu as une responsabilité, une tâche globale à mener, une espèce de casquette à porter dans Mm. l'entreprise. Et en fait, tu te rends compte que, quelle que soit ta casquette, ta vie se résume à enchaîner des micro-réunions, à échanger sur Teams avec plein de personnes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là une perte de sens, tout simplement? Alors une perte de sens, je sais pas. Le contenu de ta réunion peut être extrêmement motivant, Ouais. extrêmement Mhm. enrichissant, et au final, voilà, moi j'ai un métier que j'adore et je me nourris. Finalement, c'est ce qui m'a maintenu aussi dans ma santé mentale, de me dire mais j'aime mon travail et j'y vais, et j'ai de l'énergie et Ouais, c'est cool. j'en ai dépensé 200 fois trop certainement. En tout cas, à un point que ça m'a mis dans un cercle vicieux et une problématique de santé mentale. Là où je pense qu'on a perdu, c'est finalement le contact humain. C'est prendre le temps qualitatif, ne fût-ce que de se dire bonjour, Mhm. un vrai bonjour, comment tu vas? Ou alors dire mais est-ce que ça va? Et puis simplement répondre par oui, non, et puis hop, ça y est, on zappe et on passe à la suite, parce que finalement, on n'a que 30 minutes de réunion pour accomplir 10 points de l'agenda, et puis c'est terminé, et puis je ferme ma session Teams. J'ai éventuellement 1 minute 30 pour me ruer sur un verre d'eau ou autre chose, et puis la session Teams suivante démarre. Et en fait, il y a une déshumanisation finalement, en tout cas, malgré ce contact humain qu'on essaye de préserver à travers un écran. euh,
finalement très peu de place pour prendre soin les uns des autres, on va dire, hein. Ouais, bien sûr. Et ça se matérialise de plus en plus. Bah oui, voilà, est-ce que ça va? Oui, non. Plutôt que de demander, voilà, éventuellement sur une échelle de 1 à 10, où se trouve ta forme aujourd'hui? Mmh, Et de mmh. prendre connaissance de l'état de forme de la personne ou avoir l'espace pour dire: «Bah tiens, aujourd'hui, je ferme ma caméra parce que j'ai juste les cernes jusque-là, puis j'ai pas envie que tu vois ma tête», tu vois? Mais d'avoir cette liberté, cette bulle pour dire ça aussi. Mmh. Mmh. Et finalement, il y a effectivement, enfin, dans mon environnement de travail, je vois au cours des 20 dernières années, définitivement beaucoup moins de place, à la partie humaine avec un H capital, quoi. Mmh. Il y avait même, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, des initiatives, du genre, des cafés rencontres, parfois les managers qui, semblaient, sensibles à ça, créaient aussi des espaces pour que justement on puisse un peu se dire bonjour. Ce qui pouvait être assez vite, à distance, hein, via Teams, ce Ouais. qui finalement pouvait là aussi être transformé en une forme de flicage. «Tiens, mon manager veut savoir si je suis arrivé à l'heure ce matin». Bon, et tout ça est évidemment extrêmement compliqué et ça montre à quel point le numérique bouleverse un petit peu les choses. Ça nous Mmh. amène à une situation et même, j'allais dire, à un mot-clé qui, je pense, commence à être au moins démocratisé, peut-être à juste ou à mauvais titre, j'ai l'impression plutôt à juste titre, mais c'est cette notion de burn-out. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est qu'un burn-out, comment l'identifier et ouais, comment réagir quelque part par rapport Mmh. à ça? Alors, le burn-out, déjà, première chose, c'est pas une dépression. Enfin, du moins, je suis pas médecin, mais ce que j'en ai compris. Mmh. Mais il s'agit vraiment d'épuisement professionnel. Donc, c'est d'arriver à un moment donné, tu as un processus qui se met en place. Ça vient pas du jour au lendemain, hein, mais c'est vraiment l'aboutissement d'un stress chronique qui est mal géré. Heu et et mal gérer, ça veut dire qu'il y a aussi une part de responsabilité personnelle, hein. Il y a l'environnement, mais il y a aussi comment toi tu gères ton stress, comment tu arrives à en reconnaître les signes, comment tu arrives à éventuellement mettre en place des routines pour éviter ce stress. C'est ce que tu apprends après un burn-out finalement, quand tu reviens dans ton environnement, l'environnement qui a été à la source de ce problème. C'est comment tu arrives à mettre en place des routines ou des signes qui vont te permettre de finalement avoir un safeguard, hein, quelque part, dire voilà, quand est-ce que c'est stop, etc. Le burn-out, l'identification de ce problème, hein, il y a vraiment le trop. À un moment donné, tu te sens à la fin de la journée, tu es vidé. Tu te réveilles le matin, tu as l'impression que le sommeil n'a pas suffi. Et ça, c'est déjà vraiment un signe, ce sentiment d'être complètement dépassé par les choses. Et ça, c'est vraiment un moyen aussi pour chacun d'identifier ce burn-out, en fait, hein, quand il commence à pointer le nez. Il y a cet aspect aussi de prendre un petit peu de distance, tu vois, d'une personne très engagée. Souvent, d'ailleurs, juste pour en revenir à cet épuisement professionnel, souvent, on va toucher des gens extrêmement engagés, qui sont à fond tout le temps, qui délivrent, qui font du résultat. Enfin, et c'est finalement la difficulté aussi pour ces personnes de commencer dans ce cercle-là de dynamisme, d'optimisme. Je suis personnellement quelqu'un d'extrêmement solaire et je suis tout le temps à fond. Tu ne me retrouveras jamais sur un canapé. Ou alors en mode on-off, là c'est mon mari qui pourrait en parler, c'est voilà, c'est sur Netflix, tout d'un coup tu as un coup dans les côtes, tu dors, non, il va rigoler quand il va entendre ça, mais voilà, c'est ce côté, tu es toujours à fond, et puis à un moment donné, paf, tu dors, puis tu te réveilles le matin, tu es vidé, et jusqu'à un point où il y a une espèce de cynisme aussi qui s'installe, hein, une attitude un peu négative, plus de froideur, et ça c'est aussi ce que j'en comprends, un peu un mécanisme de défense. C'est-à-dire à un moment donné, tu sens que t'en peux plus, tu es fatigué, puis quoi, tu vas faire un step back et puis te détacher vis-à-vis de tes collègues ou avoir une manifestation plus d'attitude négative, cynique, et un petit peu moins, optimiste et joviale que tu pourrais l'avoir d'habitude, et puis progressivement, tu vas te sentir t'effondrer. Mmh. Tu perds, cette notion d'accomplissement personnel, tu te sens inefficace, hein, donc on revient à Teams, hein, où tu as passé toute ta journée avec plein de réunions, tu as l'impression d'avoir rien fait, alors quelquefois ça peut te passer un petit peu au-dessus de la tête. Puis à un moment donné, ça commence vraiment à t'impacter personnellement. Vraiment, je suis payée pour quoi? Je sers à quoi? Quid de mon boulot? Est-ce que je vais toujours avoir mon poste, demain? Enfin, il y a aussi
dans cet environnement économique aussi dans lequel on est et qu'on évoquait tout à l'heure, aussi ce stress hein, qui vient accompagner ça. Et, et ces signaux d'alerte physique, ce que j'en comprends aussi, en tout cas pour ma part, il y a vraiment eu du négationnisme jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à un moment donné, en arriver à la réunion ultime, on t'annonce un truc, et puis là, tu es là. Pour ma part, ça s'est manifesté en étant pétrifiée devant mon écran. J'ai passé littéralement 2 heures devant mon écran sans pouvoir rien faire. J'ai le blackout total. Là, je vais voir mon mari, j'écoute. Alors, j'étais en télétravail ce jour-là, je vais voir un médecin. Et mon intention le jour où j'ai fait ça, c'était d'avoir des cachets pour dormir. Ouais, Je ouais. suis ressortie de chez le médecin sans cachet. Mais par contre, après 2 ou 3 heures de discussion, et je tire ma révérence à ce médecin qui a pris le temps de m'écouter et finalement de me convaincre de prendre un arrêt. Alors, on a eu longuement débattu sur le fait de prendre un arrêt ou pas. Et mon arrêt s'est résumé à 2 semaines. Alors, je vais certainement faire, s'il y a des psychologues qui m'écoutent, ils vont certainement tomber de leur chaise parce que c'était juste trop court, très certainement, mais je suis retournée malgré tout au boulot. Et voilà, en discutant avec le médecin, j'ai l'impression que je tourne autour du trou. Il me dit: «Je crois que vous tournez sérieusement à côté. Vous auriez dû venir me voir bien plus tôt». Mais j'ai eu la chance de tomber sur la bonne personne aussi, qui a pris le temps de m'écouter et qui a pris le temps de me dire, alors pour moi, ça a été la phrase de ma vie, c'est, voilà, «Fanny, vous êtes une femme intelligente». Alors, je dis: «Je pense que oui». «Expliquez-moi qu'est-ce que c'est 2 semaines dans une vie?» Ouais. Moi, Ouais, la j'ai arrêté de question mérite parler et d'être puis je dis: posée. «Bon allez, donne-moi le papier». C'était l'argument C'était massue, l'argument, effectivement. mais quelle souffrance aussi, la 1re semaine d'arrêt, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, quoi. Voilà, donc il y a voilà, il y a l'avant, il y a l'après, mais reconnaître ces signaux en tant qu'individu, c'est en tout cas pour moi, ça a été très compliqué et je pense pour la plupart des gens qui arrivent à ce point du cerveau qui dit: «J'en peux plus», je pense que c'est la plupart du temps ce problème-là, c'est la non-reconnaissance du problème de manière individuelle. Alors après, on peut se poser aussi la question quand on revient aux statistiques où une personne sur 3, une personne sur 4 souffre de santé mentale, de problèmes de santé mentale, finalement, est-ce qu'on n'a pas aussi chacun la possibilité de reconnaître les problèmes de santé mentale chez l'autre et d'être un donneur d'alerte? Parce que finalement, ce qu'on ressent soi, peut-être que l'autre le ressent. Si on prend ne fût-ce qu'un petit peu de temps de voir une personne qui se retranche, qui est tellement joviale tous les jours et qui tout d'un coup devient un petit peu agressif, négatif dans son environnement de travail, tu vois, tous ces changements de comportement, cette identification quand on parlait du burn-out et qu'est-ce que c'est, comment l'identifier, alors ça aide d'être passé à travers, c'est pas forcément une expérience que je souhaite à tout le monde, mais par contre un réel message d'alerte finalement, de dire prenons le temps de comprendre ce que c'est, et puis peut-être de se dire qu'à côté de nous, il y a peut-être une personne qui est en train de souffrir. La probabilité est quand même assez haute. On va reboucler, et peut-être compléter pour des solutions pour améliorer un peu ce constat, en tout cas trouver des pistes de solutions ensemble. Juste avant, je voulais revenir un tout petit peu sur ce burn-out. Il y a aussi une caractéristique qui, moi, me marquait énormément et me marque quand même encore un peu aujourd'hui avec du recul. C'est à quel point aussi le burn-out peut avoir quelque chose de euh, euh, positif. Parce que comme tu le dis, bien souvent, ce sont des personnes qui s'investissent beaucoup dans leur travail. Et le fait d'être en burn-out, c'est, je pense, hein, au travers du regard de bon nombre de personnes, une espèce de reconnaissance d'être allé à fond, d'être allé vraiment, d'avoir beaucoup Mmh. bossé. Ce qui me paraît être, avec du recul, particulièrement stupide, mais j'ai quand même ce sentiment d'un certain nombre de personnalités qui revendiquent le fait de tourner autour du burn-out parce que ça montre à quel point elles bossent, quoi. Bon, je sais pas si c'est des choses que tu confirmes et que tu perçois de ton côté. Moi, j'ai eu un peu ce sentiment-là pour les autres, mais Oui, oui, dans un sens en tout cas, voilà, personnellement et je voudrais là pas me mettre à la place des autres, mais là je ne peux que partager mon expérience. Elle est positive après coup parce qu'il y a quand même, un certain nombre de décisions dans ma vie personnelle, dans mes habitudes que j'ai prises. Je me dis: «Voilà, si j'avais pas traversé cette période-là et si j'avais pas eu la chance d'être bien accompagnée pour en sortir quand même relativement vite». Alors
Est-ce que j'en suis vraiment sortie? Ça encore, ça pourrait être une belle question. Mais aujourd'hui, je sens beaucoup plus, les signaux quand je commence à tourner autour du trou. Parce que j'y tourne régulièrement quand même, hein, faut pas déconner. Voilà, donc il y a quand même j'ai ma manière d'être, hein, et je continue quelque part à jouer malgré moi avec ces limites. Mais aujourd'hui, il y a quand même quelques routines, quelques éléments que j'ai pu planter aussi autour de ce trou pour me dire: «Là, il y a la Mmh. barrière à pas franchir». Donc je suis quelque part très satisfaite de ça parce que certainement mal accompagnée, j'aurais pu tomber aussi peut-être beaucoup plus bas et finalement avoir, beaucoup plus de difficultés à m'en remettre, hein. C'est quand même processus de reconstruction, ce que j'en comprends aussi, c'est qu'il est quand même très long. Je m'estime pas sortie d'affaire, mais je pense que j'ai aussi des personnes autour de moi qui traversent ces difficultés-là, qui ont beaucoup, beaucoup plus de peine à retrouver, voilà, une confiance en soi, la joie de vivre. Enfin, c'est quand même, et puis retourner, au travail est pas forcément toujours, toujours facile et il y a cette reconstruction, je pense qu'elle est, pour moi, elle est très positive. C'est aussi une certaine acceptation de sa vulnérabilité. Parce que moi, je me suis un petit peu toujours et puis de par mon éducation, voilà, il faut toujours garder la tête haute, il faut aller à fond, on est des warriors, il faut jamais se plaindre, et accepter et reconnaître sa vulnérabilité, je pense enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment une force aussi. C'est une force parce elle me permet aujourd'hui me sentir un petit peu plus en écho avec le monde qui m'entoure, avec les gens qui m'entourent. Je pense que j'étais plutôt, froide et distante, dans mes objectifs et pas forcément avoir ce human touch, Mmh mh. quand que les humains sont attendus d'avoir. Je pense que je faisais partie de ces personnes, mais en tout cas, certainement pas trop human friendly, et ça m'a permis de découvrir un second moi et c'est quelque part une renaissance, on va dire. Mmh. Ça, c'est intéressant. Voilà. Mmh. C'est une différente personne et je me sens très, très reconnaissante finalement, d'une part, voilà, d'avoir été entourée correctement et d'être encore entourée correctement. Heu, de D'aussi comprendre qu'il y a vraiment des changements à mettre en place, pas simplement temporairement, mais de manière vraiment durable. Et ces changements, ils sont dans des petites choses toutes simples, quelquefois respirer. Respirer, on respire en permanence, mais je pense que dans la journée, je sais pas combien de fois tu as pensé que tu respirais dans ta journée? Moi, Pas peut-être grâce à l'Apple 0. Watch qui me fait ce petit As rappel et je prends Alors le temps pour voilà, le faire, oui, mais connecté à sinon. fond, faut peut-être pas faire de pub, mais en tout cas voilà, super cadeau, j'ai reçu. J'ai le mode, j'ai le mode, comment? Pleine conscience qui me dit de Ouais. respirer Mmh mh. régulièrement et j'ai effectivement mais je suis obligée de me mettre un rappel. Tu sais, j'ai fait ça aussi. Une fois que tu sors de ton problème, tu dis: «Ouais, alors c'est comme le premier de l'an, tu sais, tu vas dire: "On va faire ci, on va faire ça, on va aller à la salle de gym, on va faire plein de trucs"». Puis au bout d'une semaine, tu as même oublié que tu avais dit ça. Donc là, je me suis clairement mis un rappel plusieurs fois dans la journée qui me dit: «Mais respire». Je dis: «Ah», tu t'assois et puis voilà, cinq secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration et puis de faire cet exercice, de synchronisation. Donc ça, c'est voilà, c'est des petites choses comme ça, mais d'autres aspects, hein, pour en revenir à la tech, c'est aujourd'hui j'ai 2 téléphones. Il y a le téléphone pro et le téléphone perso. Quand j'arrive le soir, le téléphone pro est dans un tiroir. Mmh. Au pire, s'il y a vraiment un truc super grave, on a mon numéro perso. Non, à un moment donné, je déconnecte parce que, pendant un certain temps, j'avais le téléphone pro et perso qui étaient mixés, à me dire: «Même si tu ne lis pas tes mails, tu as quand même des notifs et puis de toute façon, si tu désactives les notifs pour les choses, pro, ben, du coup, tu as plus les notifs pour les choses perso qui normalement doivent te donner du plaisir». Donc au final, tu es obligé de dissocier les 2. C'est aussi, apprendre à dire, non. Quand tu as 3 meetings à la fois, ben, tu dis, déjà je vais en faire qu'un, parce que plutôt que d'être, voilà 10 minutes à un meeting, 10 minutes à un autre, faire aussi des mails pendant le meeting où tu es complètement inefficace. Mais qu'est-ce que je pratique encore ça, mais moins. Mais voilà, le multitâche, c'est un truc qui te tue. Et quelque part aussi savoir dire: «Bah, tiens, est-ce que c'est urgent à un point qu'on est obligé de se rencontrer demain? Est-ce que je peux pas me réserver, 1 heure dans mon agenda pour, penser, pour réfléchir,
pour avoir un petit peu plus voilà, de faire de la stratégie, et cetera. Et puis de se dire: «Bah, finalement, cette réunion, on pourrait la faire la semaine prochaine, au final. Est-ce que c'est si urgent?» Mmh. Mais les gens, ils ont accès à ton agenda, donc ils Mmh voient mh. des trous. C'est vrai. Mmh mh. Ah Alors mais tu aussi libre à ce une moment-là, donc mais c'est c'est ça, pour tu ça qu'il libre met à la ce réunion à ce moment-là. Un moment-là, truc bah que oui. j'ai fait Mmh. aussi, c'est, tu vois, de midi à 13h, c'est bloqué. Ouais, Je de mange bloquer les éventuellement. plages. Alors, il Mmh. m'arrive Mmh. souvent de manger encore sur mon clavier, c'est pas bien, mais malgré tout, je mange entre midi et 13h. Et puis voilà, et puis si c'est pas entre midi et 13h, de temps en temps, je vais décaler ce moment-là pour prendre peut-être un petit moment un peu plus tard. Mais donc c'est des aspects finalement dans son propre travail à mettre en place pour rester connecté, mais pas trop. Et puis aussi, dans mes propres comportements finalement, de plus envoyer d'emails pendant un week-end. Même si, je me suis dit: «Tiens, j'ai pris un petit peu plus de temps, mon vendredi, je vais terminer un peu plus tôt, puis je ferai quelques mails le samedi», ben, aujourd'hui, ça reste dans la boîte, en attente, et puis j'appuie sur le bouton envoyer le lundi. Parce que voilà, juste pour que quelqu'un reçoive pas la notification pendant le week-end, Mmh mh. simplement ça. Combien on a connu de managers qui envoyaient leurs mails le week-end et qui renvoient explicitement le message de dire non, non, mais toi, par contre, il faut que tu sois déconnecté. Mais en fait, le message est assez contradictoire quand on envoie Mmh. soi-même un message. Inévitablement, la personne qui le reçoit, elle a aussi cette information de quand il est parti. J'ai deux, trois petites questions assez pratiques finalement qu'on peut aborder pour conclure un peu cet épisode, Fanny. Ouais. Première chose, et tu as déjà, je pense, en partie répondu, qu'est-ce que on peut faire très concrètement quand on détecte le fait qu'on va pas bien mentalement? Tu as dit, et je trouve que c'est à mon avis la recommandation phare, aller voir son médecin, notamment si on est bien accompagné. Ouais. Mais est-ce que tu as d'autres suggestions vraiment sur cet instant de prise de conscience? Pense qu'il faut pas hésiter à en parler à une personne de confiance, déjà autour de soi, un proche, un ami. Trouver finalement, quelqu'un qui est là pour écouter. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Hem, Aller voir son médecin, oui, se renseigner aussi sur le sujet finalement, de manière assez autonome. Alors encore une fois, pour en revenir à voilà, grande cause nationale, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Heu, le fait d'en parler. Ce que tu fais, Guillaume, moi je trouve ça c'est génial aussi, voilà, d'avoir ce podcast. C'est pas forcément, hyper tech, et peut-être que dans ton audience, voilà, j'espère, que ça pourra toucher quelques cœurs et se dire: «Bah tiens, me too», tu vois? Et Heu, du coup, c'est le moment où on peut inciter les gens qui écoutent cet épisode à se dire, attends, s'il y a bien un épisode à partager à votre c'est entourage celui-là. pro et perso, c'est celui-ci, quoi, Ouais, parce ouais, qu'il y ouais. a, il y a des messages qui vont toucher beaucoup de monde, y compris celles et ceux qui sont pas forcément en affinité avec les découvertes de la tech, quoi. Ouais. Ok. Encore une fois, Est-ce statistiquement, une personne sur 4. Ouais, donc normalement, si vous l'envoyez bon, si on s'en tient à la statistique et qu'elle est représentative de Ouais. toute situation, si vous l'envoyez à 10 personnes, il y a forcément des personnes à qui ça risque de faire du bien. Quelle solution on pourrait trouver pour améliorer ça, que ce soit pour améliorer un peu la situation, la prévenir, éviter que ça ne déborde, à la fois d'un point de vue collectif et individuel. Donc j'ai noté un petit peu au fur et à mesure de notre échange le fait d'être un petit peu attentif aux autres, de considérer l'autre comme étant un humain et voilà, de prendre en considération le fait que s'il y a cette attention collective qui se met en place, ça prévient pas mal de choses. Apprendre à dire Mmh. non, séparer un peu les appareils pro-perso. Et je sais qu'il y a des structures dans lesquelles les appareils smartphones sont hyper bien construits pour avoir vraiment un cloisonnement pro-perso. Bon, je sais pas si c'est vraiment idéal, c'est peut-être moins pire. Attention au multitâche, bloquer des plages dans son agenda pour vraiment avoir du temps pour soi, pour soit bosser d'ailleurs, mais ou se réserver du temps pour soi. Pas d'email pendant les journées de repos. Est-ce que tu as d'autres idées, suggestions pour les entreprises ou pour I les individus? Alors en effet, là c'est vrai que j'ai plutôt évoqué des mesures personnelles et des choses que j'ai adaptées. Ça ne veut pas dire qu'il y a que ça ou que c'est la meilleure chose Ouais, à faire, mais en tout cas, encore une fois, c'est qu'est-ce qui des a idées pu en tout marcher cas. un petit peu pour moi? Je pense que d'un point de vue, de l'entreprise, il y a aussi des mesures organisationnelles, hein, et c'est regarder un petit peu aussi, faire un check-up de la charge réelle de travail, des gens. Et encore une fois, quand on a un pic d'activité à 120, on peut être manager, ça peut arriver. Ça peut arriver de travailler un week-end. Je veux dire, il faut pas non plus être dans un système de voilà, c'est, 8h-16h ou 8h-17h et puis après le reste, ne m'intéresse plus. S'impliquer dans son travail et d'autant plus quand on l'aime,
C'est, c'est quelque chose qui peut être vraiment, nourrissant. Mais par contre, être à 120 ou plus en permanence, ça peut pas marcher et ça, c'est le rôle d'un manager, c'est le rôle d'un chef d'équipe, c'est, le rôle d'un dirigeant d'une entreprise, de se rendre compte aussi, de mesurer, de faire un check-up finalement de la charge de travail, qui est sur les épaules des collaborateurs. Hem, Aussi un droit à la déconnexion, mais quelquefois, c'est pas tant à l'individu de dire: «Tiens, je mets mon téléphone dans le tiroir», mais est-ce qu'il existe un monde dans lequel il pourrait ne pas y avoir de notification du tout pendant un week-end? Voilà, des mails non urgents. Là, j'ai testé, récemment le refus automatique des réunions pendant mes jours de congé. Il y a des gens qui envoient des réunions, ils regardent même pas si tu es en congé ou si tu as d'autres réunions, voilà. Hem, donc cette automatisation, on va dire, des temps de repos, est aussi quelque chose qu'on peut potentiellement mettre en place. Après, Est-ce qu'il je pense qu'il y serait a beaucoup ouais, dis-moi? est-ce qu'il serait intéressant de porter un message, une vision que j'ai, je te la partage, elle est peut-être complètement erronée. J'ai le sentiment que la santé mentale des collaborateurs d'une entreprise ne peut pas être bonne pour tout le monde. Et on l'a dit tout à l'heure, les Mmh. statistiques parlent et il y a la part de personnes qui ne veulent pas le reconnaître. Est-ce qu'on pourrait considérer en tant qu'entreprise que nécessairement il y a forcément des problèmes parmi les collaborateurs et les collaboratrices de l'entreprise et qu'il faut tout faire pour aller les chercher et les prévenir et les accompagner en sachant que ce sera jamais bon, un peu de la même manière qu'on gère finalement les problèmes de sécurité Mmh. numérique et sécurité informatique. J'ai quand même le sentiment que maintenant c'est inscrit dans la conscience des entreprises que la sécurité totale, ça n'existe pas, qu'il y a toujours des failles et qu'il faut arbitrer le risque et les prévenir au maximum. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui les entreprises, mais n'hésite pas à me dire si je peux tromper lourdement et si c'est au contraire quelque chose qui est accepté. Je suis pas sûr que les entreprises aient cette vision-là des choses finalement. J'ai l'impression que beaucoup prétendent le fait que globalement les gens sont heureux au travail, quoi. Il y a des happiness managers et les gens sont épanouis. Ouais, 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 tout à fait. Alors, il y a le point de mesurer les choses et d'intégrer finalement ce risque de stress, et de santé mentale, dans l'évaluation des risques au même titre qu'un risque machine ou, un risque de glisser au sol, peu importe. Mhm. D'avoir vraiment cet élément qui est formellement inscrit dans les cases à cocher. Quand tu fais une évaluation des risques, il faut qu'on en parle. Et ça fait Ouais, partie du processus. Et c'est pour en revenir à ces normes ISO, c'est exactement la direction dans laquelle va cette norme ISO 45003, d'avoir cet aspect qui est pleinement intégré dans l'évaluation des risques et dans les mesures qui sont mises en place. Après, dans les mesures, euh, je crois qu'il faut vraiment distinguer aussi ou être, complet dans les mesures qu'on adopte. Tu as de plus en plus d'entreprises qui vont s'occuper du well-being. Le well-being, tu vas avoir, voilà, donc bien-être, tu vas avoir, des menus équilibrés à la cantine, tu vas avoir un coin, tu as un baby-foot, tu vas pouvoir avoir, accès à du fitness, même du spa. Pour ma part, j'ai même un spa, dans mon entreprise. Force est de constater, c'est que je n'y vais jamais, faute de temps. Mais voilà, tout cet aspect, well-being est une chose, mais encore une fois, finalement, on va adresser les problèmes, du coup, jusqu'aux pieds, hein. C'est le bien-être, le bien-être du corps, mais il va pas aller traiter le bien-être du cerveau et quelque part, mais je pense que c'est aussi finalement l'attitude que l'on a probablement dans notre quotidien aussi, dans nos loisirs et cetera. On va aller, faire du sport, aller en salle de gym, heu, voir un médecin, mais pour traiter, encore une fois, du coup, aux pieds. Mais la tête, ou quand tu vas voir par exemple, un ostéopathe pour aller faire craquer un petit peu tout ça, on va traiter encore une fois une certaine partie du corps. Mais aller voir un psychologue, aujourd'hui, ça reste un traitement curatif. Pourquoi il ne serait pas Mhm. préventif au final? Mhm. Pourquoi le fait de parler de sa santé mentale ne pourrait pas être quelque chose qui fasse partie des rituels comme, dans les points hebdo dans une entreprise, on va voir le point sécurité et cetera.
Pourquoi on n'aurait pas la santé mentale en point hebdo? Comment ça va aujourd'hui? Comme je disais tout à l'heure, c'est pas: «Est-ce que tu vas bien?» Oui, non, mais tiens, comment ça va aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10? Heu et puis est-ce que c'est vraiment 10 ou est-ce que c'est plutôt 8? Tiens, qu'est-ce qu'il te faudrait pour, élever le 8 au 10? Même si dans la personne va dire: «C'est 8» et puis en fait c'est 5. Rien que le fait de poser la Mmh. question, c'est: «Comment je comble le trou?» Et d'avoir ça comme un rituel plutôt dans un aspect préventif, c'est quelque chose qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Même nous, quand on s'adresse au voisin, c'est: «Comment tu vas?» Et prendre le temps de savoir comment il va. Mais aussi dans l'entreprise, c'est qu'est-ce qui nous empêche de pratiquer ça finalement? Donc ça, je pense que c'est une Mmh. mesure qu'on peut aussi envisager. Et puis après, il y a Bon, ces bulles c'est hyper décompression, hein, concret, comme ça donne, on des disait, pistes en quoi. tout cas. Je Oui, oui, disais, ouais, il y bien a sûr. aussi Non, ces mais bulles c'est des de solutions hyper décompression. concrètes. Pas de téléphone, pas de, voilà, pas de discussion pro. À un moment donné, tu dis: «Parenthèse», quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est, des pistes extrêmement concrètes, qu'on pourra avoir partagées dans cet épisode. Une ultime question, Fanny. Comment est-ce qu'on peut rebondir après une période, compliquée, après un arrêt? C'est aussi cet avenir qui est compliqué, parfois même pour, initier le fait de prendre soin de soi. Combien de fois j'ai entendu des personnes en difficulté, dire: «Non mais moi je veux pas m'arrêter parce que ce sera pire après. Le retour sera pire, mon travail sera plus compliqué et puis le regard des autres sera compliqué». Tu as donné des pistes là encore tout à l'heure, le fait d'accepter sa vulnérabilité, accepter le fait qu'on ait des changements adoptés, mais quelque part, à ce stade, c'est presque incantatoire, tu vois, accepter sa vulnérabilité, et cetera. Est-ce qu'on a des pistes, des orientations de réflexion à partager pour rebondir après une période difficile? Je sais pas si je peux parler d'une manière générale. Encore une fois, je suis ni psychologue ni médecin. Pour moi, ça s'est vraiment matérialisé comme, une renaissance. Je disais tout à l'heure, hein, rebondir, c'est déjà accepter finalement, une espèce de vide. Ces 2 semaines d'arrêt, ça veut dire, là, je ne pense plus au boulot, il y a contact avec le boulot, il y a plus de téléphone, il y a plus rien et donc il y a le vide. Alors le premier jour, tu t'occupes, tu fais du ménage, tu fais des trucs et puis, au bout d'un moment, il y a cette culpabilité qui vient, dire: «Comment je vais être perçue? Est-ce que demain je vais avoir un boulot? Qu'est-ce qu'on va penser de moi?» Alors plus tu es dans les niveaux hiérarchiques, plus je pense que tu es sérieusement impacté par ce type de questions, et la non-volonté de t'arrêter. Heu et donc cette déculpabilisation quelque part, il y a vraiment un processus à mettre en place, avant de rebondir. C'est-à-dire je suis au fond du trou, je l'accepte, et je fais rien et je prends du temps pour moi, je dors, je marche, je respire en fait, hein, et puis après c'est, voilà, les 3 fondamentaux dont j'avais parlé avec la personne qui m'accompagnait, c'était, dormir, avoir une activité physique, pardon, et avoir une activité sociale. Mmh. Donc, reprendre du Mmh. contact avec des Mmh. amis, avoir du bon moment, avoir du plaisir. Heu, mais c'est aussi rebondir, je pense, finalement de comprendre aussi le pourquoi. Pourquoi, moi? Parce que finalement, alors pour ma part, ça a été un burn-out dans un cadre professionnel, mais finalement tous mes collègues sont pas en burn-out. Donc quelque part, c'est quels sont les facteurs qui fait que ça m'a affecté moi et comment dans mon comportement finalement alors pour ma part, ça a été voilà, on s'arrête jamais, c'est toujours à fond, ma charge de travail c'est quoi? Mon conflit aussi au niveau des valeurs, c'est comment je vais être perçue, et ça remonte aussi à l'enfance, hein, donc c'est aussi de comprendre aussi tous ces phénomènes, éventuellement de manque de reconnaissance, de toujours avoir envie de faire plus, de démontrer plus, d'être toujours là, d'être, voilà, répondre à l'instant quand on t'envoie un message dans les quelques secondes qui suivent, tu te mets un honneur de répondre de à répondre à une question qu'on t'a posée et aussi de comprendre aussi ses failles personnelles. C'est qu'est-ce qui m'a empêché de dire stop? Donc, voilà, un caractère perfectionniste, besoin de plaire, la peur du conflit, enfin et tout ça, je pense que c'est un en tout cas pour ma part, ça a été important de comprendre le besoin de disséquer un petit peu toutes ces questions. Parce que quand tu retournes, au boulot, est-ce que c'est le même moi professionnel qui revient ou est-ce que c'est un nouveau moi professionnel qui revient?
et Mmh. Mmh. qu'est-ce que finalement tu changes dans ton comportement par rapport à toi-même et aussi par rapport aux autres pour finalement mettre les bonnes limites et que tous ces facteurs qui t'ont amené à commencer cette petite souris qui tourne dans sa cage et qui sait plus arrêter la roue, c'est comment à un moment donné tu arrives à reconnaître ces signaux et voilà, je me rends compte aujourd'hui que je reconnais ces signaux, je continue à jouer un peu avec, mais de manière plus consciente, en fait, Mmh. tu Mmh. vois? Et pour moi, ça a été vraiment ce processus pour se reconstruire professionnellement et personnellement, mais processus qui est long et pour, avoir expérimenté ce burn-out et la période la plus profonde il y a bientôt, voilà, au moins 1 an et demi, voire 2 ans, ça reste encore un exercice. Il y a un point, qu'on n'avait pas abordé, mais je m'en voudrais si on l'abordait pas pour, dans un souci d'être complet aussi sur notre sujet. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de difficultés qui sont vécues par des personnes, en entreprise, qui sont issues, de personnalités toxiques, Mmh. qui peuvent avoir une influence extrêmement négative, sur un collectif. Est-ce qu'on a un aperçu d'à quel point le numérique joue un effet loupe là-dessus? Moi, c'est un petit peu mon sentiment si tu veux, mais ça reste là aussi un sentiment très personnel. J'ai quand même le sentiment que si on rajoute tous les indicateurs qu'on a vus tout à l'heure, qui sont ces micro-réunions, qui sont Teams, qui sont les messages en dehors d'horaires de travail, qui sont la perte de repères, de sens, etc. Tout ça rajouté à une couche d'une personne qui est peut-être d'ailleurs, sans qu'elle en soit pleinement consciente, mal intentionnée et toxique, ça me paraît hyper problématique. Est-ce que on a un aperçu là-dessus du rôle que peuvent jouer ces personnes-là, de ton expérience, de ton vécu? Alors, difficile à dire, d'une manière générale. Je me considère parmi ces personnes qui ont pu être toxiques et qui ont le risque de l'être Ok, encore. ok. Bah, parce que dans ce comportement que tu as de manière personnelle, quelque part, tu influences aussi, enfin, tu as alors surtout quand tu as Mmh. des niveaux, de direction, manager et cetera, bah, quelque part, les personnes te regardent et tu as un certain modèle. Et si le modèle, c'est d'être connecté tout le temps, de répondre à tout C'est et très intéressant ce que tu partages, ouais. quelque part, quel est le modèle que tu répercutes autour de toi? Donc, Mmh. dans tes propres biais qui peuvent amener jusqu'à un burn-out, moi, pareil, pour dire: «Tiens, à quoi le burn-out m'a servi?» c'est certainement aussi pour reconnaître, finalement, un comportement personnel qui a pu et je m'en excuse si ça a été le cas, pour auprès des gens, que j'ai pu avec qui j'ai pu travailler. J'imagine clairement que j'ai pu impacter leur quotidien, clairement. Donc voilà, ça c'est pour la reconnaissance personnelle, hein, de ce phénomène et donc oui, aujourd'hui, je vois aussi dans nos lignes managériales des comportements qui impactent les autres, qui m'impactent aussi personnellement. Après qu'est-ce qu'on peut faire à ça? C'est, encore une fois, le fait d'en parler, de donner du feedback, de Mmh. pas avoir peur, du Mmh. conflit et d'arriver finalement à exprimer avec les mots justes, sans jugement finalement, mais de dire: «Voilà, ce comportement que tu es en train d'avoir influe sur le mien et voilà comment je me sens» et d'avoir à un moment donné une conversation humaine et ouverte, dans l'écoute en disant: «Voilà ce qui m'impacte, mais encore faut-il trouver cette bulle aussi et ce moment pour placer cette conversation», hein. Quand on est avec des meetings les uns après les autres, c'est très difficile de Absolument. privilégier cette écoute-là. Mais il y a aussi un moment où dire, quelque part, ce feedback-là, on peut se retrouver face à des personnes et comme moi-même j'ai pu l'être à un moment donné, recevoir du feedback et finalement pas être capable de l'absorber et pas être capable de changer mes propres comportements à temps. C'est aussi quelque chose qui peut arriver et je vois aujourd'hui, ayant peut-être un petit peu plus conscience de cette problématique de par mon vécu, essayer de donner du feedback à certaines personnes et puis pour certaines personnes ça marche un peu, beaucoup, puis pour d'autres ça marche pas du tout. Et il arrive aussi le point où un environnement toxique, s'il est trop toxique et si c'est plus gérable pour la personne, il y a aussi cette nécessité de retrait aussi à un moment donné, hein, où tu peux dire: «Bah, finalement je change de job». Donc après la question c'est, est-ce que dans ton environnement professionnel, tu arrives à influencer d'une manière positive et avoir l'énergie de le faire, et on va dire la conscience
et l'écoute, suffisamment d'écoute pour arriver à influencer les lignes à l'intérieur. Et moi, c'est un petit peu la mission que je me suis donnée finalement en tant que en tant que professionnel de la sécurité, c'est de dire, je peux faire bouger les lignes à l'intérieur. Donc si j'arrive physiquement à tenir et à finalement à amener une conscience, c'est quelle Mmh. victoire, quoi. Ouais, Et c'est ça carrément, ouais, c'est carrément. ça qui me continue à motiver, à me lever le matin, C'est à dire: «Mais chouette. j'y vais, j'adore ce que je fais et je continue». Mmh. Et Mmh. malgré les circonstances difficiles, d'être conscient quelquefois que voilà, les facteurs autour de toi sont pas les plus favorables, c'est d'arriver à les reconnaître et à jouer avec. Et effectivement, d'essayer d'influencer, les managers, mais aussi la manager que je suis, dans les comportements au quotidien. Merci infiniment, c'était hyper intéressant. Je pense que c'est probablement l'épisode peut-être le plus à l'extérieur du spectre typique des épisodes de Tech Café qu'on peut aborder, mais je suis vraiment ravi qu'on l'ait fait parce que je pense qu'il y a un vrai lien et que ça peut vraiment concerner énormément de personnes. Je ne peux pas nier non plus l'impact du numérique que tout le monde aura pu mesurer dans son évolution professionnelle et à quel point ça peut jouer là-dedans. Est-ce qu'il y a, Fanny, un mot qu'on n'aurait pas abordé ou un message de conclusion, un ultime message que tu voudrais faire passer ou est-ce que tu penses qu'on a été très complet pour cet épisode? Alors je pense qu'on a couvert vraiment, un spectre assez large de points, mais si j'avais un mot de la fin, c'est prenez soin de vous, Ouais, mmh. C'est écoutez-vous le et message, puis, voilà. c'est le message qui va bien et qu'on va continuer à partager, c'est prenez soin de vous effectivement parce que bah, c'est aussi vous en allant bien qui allez pouvoir aider les personnes qui en auront besoin en temps et en heure. Et si vous n'allez pas bien, ça va pas aider qui que ce soit. Merci infiniment. Je te demande Un pas où grand on te merci. retrouve sur Internet, mais on aura la possibilité de recevoir des commentaires sur techcafé.fr et des messages sur Discord. Et auquel cas, je me ferai une joie de partager ces retours avec toi. Et s'il y a des questions, Génial. bah, je te solliciterai, comme ça on pourra les Ça joue. repartager dans d'autres publications. Ce sera avec grand Merci plaisir. infiniment. Merci beaucoup Merci. pour ton temps. Ciao. Si jamais vous découvrez Tech Café et si jamais vous pensez que ça a un sens pour vous, que ça vous apporte une information et que c'est un rendez-vous régulier pour vous qui a du sens, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la plateforme de financement participatif patreon.com/techcafé. Les liens sont dans les notes de l'épisode et vous pourrez bénéficier de quelques contreparties en échange de la gratification, de contribuer à la durabilité de ce contenu qui vous est livré semaine après semaine. Je suis Guillaume Vendée, merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Merci Guillaume. Ciao.